Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un petit truc, vous l'avez vu dans le titre, c'est Intel Arc et ici c'est la 770, allons-y, c'est parti. Alors Intel et les cartes graphiques, eh bien c'est pas vraiment quelque chose de nouveau en fait, puisqu'Intel a déjà tenté à plusieurs reprises de rentrer sur ce marché. Puisque par exemple en 1998, Intel avait sorti l'i740 qui était une carte graphique relativement intéressante dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'à l'époque on était un petit peu en période de transition pour la 3D sur PC. D'un côté, on avait une approche à base d'accélérateurs type 3DFX, les Voodoo 1 et les Voodoo 2, il fallait les coupler avec une carte graphique 2D plus classique en même temps. Et de l'autre côté, on avait d'autres acteurs comme Nvidia, Matrox, ATI, S3, il y avait vraiment beaucoup de monde à l'époque sur le marché des cartes graphiques, et eux, ils avaient une approche un petit peu différente de 3DFX, à savoir qu'ils proposaient des cartes 2D et 3D en même temps. Et donc l'i740 d'Intel, ça s'inscrivait un petit peu dans cette lignée-là, 2D, 3D, et la 2D à l'époque c'était important puisqu'on faisait même des tests de performance en 2D, ça se fait plus trop à l'heure actuelle, mais c'était quelque chose de plus important à une certaine époque aussi. Et au niveau de ses performances en 3D, c'était pas trop mal dans l'ensemble, même si c'était un petit peu en dessous de ce que proposait la concurrence. Et donc entre un 3DFX à l'époque encore hyper majoritaire et un Nvidia qui commençait à grimper en flèche lui aussi, avec ses cartes TNT. On avait aussi ATI qui se dépatouillait pas trop mal. Intel, après cette première génération, avait tout simplement décidé de jeter l'éponge dans un premier temps. Et des bruits de couloir que l'on a de l'époque, alors c'est à prendre avec des pincettes évidemment, Intel apparemment s'était surtout dit que ces histoires de cartes 3D, ça passerait de mode au bout d'un moment, et qu'il était plus intéressant pour eux de se concentrer sur les processeurs x86, mais aussi des processeurs x86 pour faire de la carte graphique. L'approche d'Intel à l'époque, c'était pas de faire du GPU comme les autres marques, mais de faire un GPU à base de processeurs en fait. Ce qui nous amène à la seconde tentative d'Intel dans le marché du GPU dans les années 2000, qui s'est arrêtée avant même la mise en commercialisation du projet. Et le projet à l'époque, ça s'appelait l'Arabi. Et l'Arabi, comme je le disais juste avant, c'était effectivement une approche à base de multiples petits processeurs x86 modifiés pour pouvoir en faire un GPU. C'était apparemment pas super pour le gaming, mais en vérité la techno a été déviée pour faire autre chose sur le marché des data centers, donc c'était pas une perte totale pour Intel à ce niveau-là, au niveau de la recherche. Par contre, pour les utilisateurs, pour les joueurs qui attendaient déjà à l'époque un nouvel acteur sur le marché, c'était un petit peu dommage. Puisque dans les années 2000, en fait, on était déjà dans une sorte de situation de duopoly sur le marché des GPU gamers pour PC. On avait bien évidemment Nvidia qui était très présent, 3DFX avait fait faillite et avait été plus ou moins racheté par Nvidia, et on avait ATI à l'époque en tant que challenger, ATI qui a fini par être racheté lui par AMD. Malgré tout, et c'est plutôt paradoxal, Intel a toujours été présent sur le marché graphique sur PC puisque il y a une partie graphique sur les processeurs Intel. C'est ce qui leur permet d'avoir la part de marché la plus grosse au niveau chip graphique sur PC, même si cette partie graphique bien évidemment ne permet pas de jouer dans de bonnes conditions. Mais bon, pour Intel on n'avait pas de carte graphique dédiée, je dirais, c'était toujours de l'intégrer, et c'est vrai que pour un acteur tel qu'Intel, et vu la grimpée en flèche de l'utilisation des GPU sur les data centers dans des utilisations autres que juste le gaming, c'est un marché qui échappe du coup totalement à Intel, et c'est pas pour rien qu'ils essayent de revenir sur le marché à l'heure actuelle, et c'est pour ça qu'ils ont relancé un projet de carte graphique. À l'époque c'était Xi, et c'est devenu Arc par la suite, mais tout ça, ça a commencé il y a environ 5 ans. Et ceux qui suivent la chaîne depuis un moment savent très bien que ça fait un bon moment que j'attends ces GPU Intel, et je pense que majoritairement tout le monde attend un nouveau concurrent sur ce marché, particulièrement depuis ces 2 dernières années, puisque entre les pénuries, les prix vraiment de plus en plus élevés au niveau des cartes graphiques, et une concurrence sur le marché des GPU plutôt molle dans l'ensemble, puisque on a nos 2 acteurs classiques, et au final, au niveau du performance prix, il n'y a plus vraiment de bataille en fait, ils se rangent juste l'un derrière l'autre, sans qu'on ait vraiment quelque chose de hyper intéressant la plupart du temps. Et la victime collatérale de cette concurrence un petit peu molle en fait, c'est la disparition progressive des GPU d'entrée de gamme que je qualifierais d'intéressant. On a toujours des GPU d'entrée de gamme, mais on va dire que le performance prix sur ce segment stagne énormément depuis la sortie des GTX 1060 et des RX 470-480. En réalité,
il n'y a quasiment eu aucune évolution sur ce marché-là depuis ces cartes-là, donc ça commence à remonter un petit peu maintenant. Donc on peut dire qu'un troisième acteur compétitif, même si uniquement sur le bas de gamme, eh bien ce serait vraiment une bouffée d'oxygène pour ce segment qui est totalement délaissé par les deux plus grosses marques actuelles. Et c'est vrai que pour ce retour sur le marché des GPU grand public, Intel avait quand même vu très haut, puisqu'ils avaient annoncé pouvoir être compétitifs avec les GPU les plus puissants de la génération précédente. Maintenant, les RTX 3000 et les RX 6000, quand Intel parlait de ces GPU Arc, on était censé avoir quelque chose qui serait compétitif face à quelque chose comme la 2080 Ti, la 3070 ou la 6700 XT. Ça allait pas venir chatouiller tout ce qui est 3080 et supérieur, mais on devait avoir quelque chose de compétitif juste en dessous, ce qui aurait été une bonne chose. Et c'est donc après de très nombreux retards et reports, qu'Intel nous a finalement sorti une première salve de cartes au printemps dernier avec l'A380, avec un lancement quand même assez étrange, puisque quasiment uniquement la Chine avait été fournie en A380, et on avait aussi eu quelques portables en Corée par exemple, mais dans les grandes lignes, c'était un lancement plutôt discret, et on avait un petit peu l'impression quelque part qu'ils cherchaient à cacher un petit peu le truc pour pas que ce soit testé. Manque de bol, évidemment, tout ça, ça a été importé, ça a été testé, et évidemment, on a pu s'apercevoir qu'il y avait quand même pas mal de problèmes, principalement du côté des drivers. Ce qui nous amène ensuite pour le lancement occidental, autour du mois d'octobre, puisqu'Intel avait décidé de lancer la 750 et la 770, plus ou moins en même temps que la RTX 4090, ce qui est un choix de date de lancement plutôt étrange, je dois bien avouer, même si dans l'idée d'Intel, je pense, c'était surtout pour marquer le coup en montrant que eux, ils arrivaient sur le marché avec des produits avec un performance-prix plus acceptable. Sinon, au niveau de la puce en elle-même, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que bien qu'Intel fabrique généralement ses puces en interne, comme par exemple ses processeurs, ils ont fait ici appel à TSMC pour fabriquer leur GPU, tout comme AMD le fait et Nvidia également. Et donc les GPU Arc sont fabriqués chez TSMC sur le process 6N, qui est une légère évolution du 7N, qui est utilisé actuellement par AMD pour RDNA2. Et la puce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est le DG2 512 comme on l'appelait à l'époque. Intel l'appelle également l'ACM G10. Bon, DG2 512 c'est plus simple, je préfère l'appeler comme ça. Et c'est tout de même une puce assez mastoc, puisque c'est une puce de 406 mm2 avec pas loin de 22 milliards de transistors. Et c'est vrai que ce soit au niveau des specs de la puce, de sa puissance théorique, de sa consommation, c'est clairement une puce à la base qui visait les performances de la RTX 3070 ou la 6700 XT. Alors qu'au final, comme on l'a vu, Intel a communiqué principalement en positionnant sa carte face à la RTX 3060, qui est une puce bien plus petite, puisque la 3060, c'est une puce fabriquée déjà chez Samsung sur le 8N, qui est beaucoup moins efficace dans l'ensemble que le 6N de chez TSMC, et la 3060, c'est une puce de 276 mm2 avec 12 milliards de transistors, et c'est quasiment moitié moins de transistors par rapport à la 770. Et bien évidemment pour Intel, c'est pas une situation très confortable, devoir produire une puce beaucoup plus grosse, beaucoup plus chère à produire dans l'ensemble, et qui consomme beaucoup plus, et de devoir la positionner face à la gamme en dessous de son concurrent, puisque normalement, elles sont pas censées jouer dans la même catégorie. Malgré tout, Intel n'a pas trop le choix non plus, si sa carte ne rivalise pas en performance pour une raison ou une autre, il faut bien se positionner de façon réaliste sur le marché au niveau du tarif par rapport à ses concurrents. Malgré tout, je pense que le choix de la RTX 3060 n'est pas anodin non plus, puisque je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas spécialement la carte la plus intéressante au niveau du performance-prix sur la génération dans son ensemble. La RTX 3060, quand elle était sortie, elle avait été fortement critiquée, principalement parce qu'au niveau performance-prix, même comparé à la RTX 2060 et la 2060 Super, elle n'apportait pas grand-chose en fait, et c'était plus une stagnation du perf-prix, mais ça cassait pas la baraque. Et c'est aussi intéressant de noter qu'Intel a totalement choisi d'ignorer dans sa communication les GPU d'AMD en fait, et c'est pas pour rien je pense, puisque AMD, au niveau du performance prix,
ils sont quand même beaucoup plus agressifs, particulièrement en ce moment, par rapport à Nvidia par exemple. Et pour justifier ça, eh bien Intel a surtout mis en avant le fait que leurs cartes seraient plus complètes dans l'ensemble et plus comparables aux cartes d'Nvidia plutôt qu'aux cartes d'AMD. Bon, ça vous pouvez être d'accord ou pas, mais c'est le discours de la part d'Intel dans les grandes lignes. Après, personnellement, moi je pense que c'est plutôt surtout pour ne pas avoir encore à baisser encore plus le tarif de leurs cartes, qui ne sont pas du tout cheap à produire, que ce soit au niveau de la puce en elle-même ou de la carte que l'on va voir aujourd'hui. Ce ne sont pas des composants et des matériaux que je qualifierais de bas de gamme dans l'ensemble. Mais revenons maintenant à notre gamme Arc. Pour le nom de ces cartes, eh bien Intel s'est basé sur une nomenclature similaire à ce qu'ils font sur les processeurs. Donc on retrouve la gamme 3, 5, et 7, exactement pareil que sur les processeurs, au plus le chiffre est élevé, au plus la carte est censée être puissante. Et chose importante à noter, bien la gamme Arc est basée sur uniquement 2 puces différentes. La 380 et ses petites sœurs sont basées sur la plus petite puce, alors que tout ce qui est A580 et supérieur, eh bien c'est la même puce à la base qui est juste plus ou moins découpée. Et pour le moment d'ailleurs, eh bien la 580 n'est pas vraiment disponible, ou tout du moins on n'en a pas vu dans le commerce. Les cartes que l'on retrouve facilement à l'heure actuelle, c'est plus la 750 et la 770 en modèle 16 Go. Le modèle 8 Go qui existe, pour le moment, on ne l'a pas encore vraiment vu. Et entre la 750 et la 770, au final, je trouve que la coupe n'est pas vraiment énorme. En dehors de la quantité de RAM, on a juste environ 10% d'unités de calcul en moins. Et on a surtout moitié moins de RAM, on passe de 16 Go à 8 Go. Et la RAM est cadencée un petit peu moins rapidement aussi. Ce qui à la louche devrait nous donner une différence d'environ 10% entre les deux cartes, ce qui est relativement raisonnable. Pour le reste, elles sont tout simplement identiques. En ce qui concerne l'architecture en elle-même, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais les points importants, c'est qu'effectivement, l'architecture Arc sur le papier est plutôt prometteuse en fait. On retrouve des Xicore qui sont plus ou moins la même chose que les compute units des concurrents, mais Intel a par exemple également des unités XMX qui sont plus ou moins les Tensor Core d'Intel. Et pour rappel, tout ce qui est Tensor Core ou ici les XMX Core, ce sont des unités très rapides pour faire des calculs parallèles type intelligence artificielle. Et c'est vrai que côté gaming, pour l'instant, c'est surtout utilisé pour accélérer le traitement des upscalers type justement DLSS ou XeSS. Intel communique également beaucoup sur son approche du ray tracing qui semble plutôt pas mal et plus avancé dans l'ensemble que la première implémentation d'AMD sur son RDNA 2. Donc pour un premier jet, ça paraît quand même plutôt pas mal du côté du ray tracing. Intel met également beaucoup en avant sa partie média qui était, il est vrai, un argument de poids puisqu'Intel était le premier à arriver avec l'encodage matériel de l'Heavy One dans ses GPU. Après le souci à ce niveau-là, c'est que les plateformes de streaming ne l'utilisent toujours pas pour le moment et le temps que ça se fasse, les concurrents se seront mis à niveau puisqu'on le sait. Nvidia sur ses RTX 4000, on a aussi l'encodage de l'Heavy One matériel, et AMD l'a également annoncé, sur les RX 7000, on aura aussi l'Heavy One en matériel. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, pour avoir l'encodage Heavy One matériel, la solution qui coûte la moins chère, c'est la 380 d'Intel par exemple, qu'on peut trouver même encore à l'heure actuelle pour moins de 200 €. Peut-être que dans les mois qui viennent, ce sera le bon plan pour les streamers d'aller chercher par exemple un A380 pour l'utiliser en tant que puce dédiée pour faire l'encodage pour le streaming. L'architecture d'Intel prend également en compte toutes les dernières fonctionnalités de DirectX 12 Ultimate, Vulkan et les autres API également, et au niveau des sorties vidéo, ici on a 3 sorties DisplayPort 2.0 et un port HDMI 2.1, ce qui est étrangement mieux que ce que l'RTX propose à l'heure actuelle. Et c'est vrai que sur le papier, l'architecture d'Intel semble quand même plutôt sympatoche et prometteuse dans l'ensemble. Pour un nouvel entrant, que ce soit les features ou la puissance brute attendue, ça semblait être du tout bon. Et ça paraissait même plutôt impressionnant pour un retour sur le marché. Sauf que, oui, on le sait depuis un bon moment maintenant, le hardware, aussi bon soit-il, dans le milieu du GPU, si les drivers ne sont pas au niveau du hardware, justement, les performances ne seront pas aussi bonnes que ce que l'on pourrait espérer. Et c'est vrai qu'on le sait depuis un moment maintenant, les drivers chez Intel, pour l'instant, ça reste encore très très compliqué. Ça s'améliore à chaque sortie de driver, mais il reste encore vraiment beaucoup de travail à faire pour eux de ce côté-là. Ce qui fait qu'on en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, positionner sa plus grosse carte, la plus coûteuse à produire, en face d'une RTX 3060, c'est que ça coince forcément quelque part. Alors oui, il y a les drivers, ça on le sait, mais il n'est pas non plus totalement impossible que du côté du hardware, il y ait un problème quelque part ou quelque chose qui ne se passe pas aussi bien que prévu, qui fait que les performances théoriques sont très bonnes,
mais qu'elles ne peuvent pas donner le meilleur d'elles-mêmes, par exemple dans les jeux ou dans certains types de jeux, c'est pas totalement impossible non plus. Après bon, ça on le saura peut-être jamais, hein, à part si un de ces quatre, on a un ingénieur de chez Intel qui a la langue bien pendue et qui nous explique un petit peu ce qui pourrait poser problème du côté du hardware pour cette première génération par exemple. Mais bon, ça a peu de chance d'arriver pour le moment. Et c'est vrai qu'au niveau de sa communication, bien Intel s'est basé quasiment uniquement sur le performance prix de ses nouvelles cartes par rapport uniquement à la RTX 3060, et ça se retrouve aussi sur les tarifs du coup, puisque la 750 a été annoncée à 290$, soit environ 360 € chez nous, et la 770 à 330$, ce qui est devenu environ 430 € en Europe. Et c'est vrai qu'à sa sortie, il y avait moyen de trouver la 770 en France à ce tarif-là, hein. Par exemple chez Cybertech, c'est là où je l'ai acheté, j'ai payé 430 € environ, mais ça n'a pas été le cas dans toutes les boutiques, et c'est vrai qu'au niveau du stock, ça n'a pas été simple non plus. Après, selon Intel, c'est surtout le fait que les boutiques n'ont pas commandé de cartes en fait, donc c'est pour ça qu'ils n'en ont pas eu non plus. Mais un des gros problèmes pour moi également, c'est qu'après cette première salve de cartes qui ont été vendues au tarif officiel, je dirais, eh bien les prix ont grimpé depuis. Et ça, c'est un gros problème quand même, puisque maintenant, là, à l'heure actuelle, on retrouve la 770 à environ 455 € et la 750 à 375 €. Du coup, l'argument du performance prix devient encore plus compliqué qu'il ne l'était déjà auparavant, puisque d'un côté, 450 € à l'heure actuelle, eh bien on voit de plus en plus de 6700 XT à ce tarif-là chez AMD, et c'est vrai qu'aux alentours des 500 €, on commence même à trouver des RX 6800 qui s'approchent de plus en plus de la barre des 500, et on le sait aussi, la RX 6800, c'est beaucoup plus performant en gaming que la 770. Et même si on compare à l'offre actuelle d'NVIDIA, la RTX 3060 qui était en ligne de mire par rapport aux cartes d'Intel, eh bien à l'heure actuelle, on la trouve assez régulièrement aux alentours des 370 €, qui fait que ça la place directement en face de la 750, et elle est quand même un bon cran moins chère que la 770 dans l'ensemble, et même les 3060 Ti, eh bien on commence à les voir descendre tout doucement aux alentours des 480 € pour les modèles partenaires, et si vous trouvez un modèle Founders Edition, ça se place directement en face du tarif de la 770 actuelle, et au niveau des performances c'est pareil, la 3060 Ti est bien plus performante que la 770. Donc c'est vrai que dans le contexte et dans le marché actuel, le placement tarifaire des cartes d'Intel, je le trouve quand même hyper compliqué. Mais bref, revenons à la carte qui nous intéresse aujourd'hui, la 770 Limited Edition, qui est plus ou moins le modèle Founders Edition d'Intel. A noter que selon Intel, eh bien, ce modèle est appelé à disparaître sur la longueur pour laisser sa place au modèle custom des différents partenaires par la suite. Et au niveau du look, eh bien, je dois bien avouer que je trouve ça plutôt sympathique dans l'ensemble. Le RGB dessus est d'assez bonne facture. Par contre, l'idée du connecteur RGB à brancher sur la carte mère depuis le GPU, je suis pas spécialement vendu. On aurait préféré avoir un software pour faire ça plutôt qu'un câble en plus à rajouter qui n'est pas très joli. Niveau dimension, eh bien on est sur une carte de taille moyenne, on est sur quelque chose de comparable à la RTX 2080 Ti Founders Edition ou la RX 6700 XT de référence de chez AMD. Et j'avoue que ça fait du bien de revoir des cartes qui ne sont pas des monstres au niveau de la taille, et pour nous rappeler tout simplement que ça existe aussi. Donc on a deux ventilateurs, une chambre à vapeur à l'intérieur, et à l'utilisation, eh bien, la carte tournait aux alentours des 75 degrés, ce qui est plutôt ok dans l'ensemble. Au niveau du bruit par contre, alors c'est pas la carte la plus discrète que j'ai jamais eue entre les mains, mais dans l'ensemble c'est très acceptable. Et c'est très clairement pas non plus la carte la plus brillante que j'ai jamais eue, bien loin de là. Dans l'ensemble, c'est très correct. Au niveau de l'alimentation, on retrouve un 8 pins et un 6 pins, et Intel nous annonce une consommation de 225 watts environ en charge. Par contre, au niveau de la finition de ces cartes, eh bien, il y a quand même des petits problèmes, comme l'a montré la vidéo de chez Gamers Nexus qui ont démonté la carte. Alors déjà, il y a beaucoup de colle à l'intérieur de la carte, et c'est vrai que même sur ma propre carte, je peux vous le montrer ici, vous le voyez, il y a un petit bout de colle qui dépasse. Au niveau de la finition, ça le fait pas trop, c'est un petit peu dommage. Et un des autres problèmes, c'est qu'apparemment démonter la carte, c'est un petit peu un calvaire, principalement cette plaque à l'arrière qui est tout simplement collée sur le bord en fait. Alors dans l'idée, c'est bien d'avoir une carte qui ne montre pas de vis à l'extérieur, mais c'est vrai qu'au niveau du démontage, et si un jour apparemment on veut juste rafraîchir sa pâte thermique, c'est plutôt pas pratique du tout dans l'ensemble pour arriver jusqu'au GPU, donc
c'est bien de faire des cartes plutôt jolies, mais le côté pratique, on aimerait bien l'avoir aussi en fait. Et pendant qu'on est au rayon des reproches, on va aussi parler des drivers. Alors, le software Arc Control, c'est un overlay, dans tous les mauvais sens du terme, et le gros problème avec un driver à base d'overlay, eh bien c'est que si on clique n'importe où ailleurs que sur l'overlay, eh bien celui-ci disparaît, ce qui fait qu'on est obligé d'aller le rechercher par la suite, ce qui n'est pas pratique du tout. En plus de ça, on peut pas vraiment changer la taille des fenêtres, on peut pas les positionner exactement où on veut, et on ne peut pas non plus, par exemple, laisser le driver ouvert en arrière-plan quand on est en train de bricoler un petit peu ou tester certaines choses, on est toujours obligé d'aller rechercher l'overlay derrière, qui est particulièrement pénible. Les fonctionnalités du software à l'heure actuelle sont également très limitées dans l'ensemble, donc je pense qu'il faut vraiment qu'Intel revoie totalement sa copie à ce niveau-là, et faire un soft plus classique, avec une appli comme chez les autres fabricants. Il n'y a pas toujours besoin de réinventer la roue ou de faire quelque chose d'original. Des drivers à base d'overlay, pour moi, c'est non. Sinon, au niveau de l'installation des drivers, alors pas de problème particulier, même si les drivers sont quand même assez gros, c'est environ 1,2 Go au niveau du téléchargement, ce qui en fait les drivers les plus gros que l'on ait au niveau de différents fabricants. Par contre, un des gros problèmes que moi j'ai rencontré, et apparemment je suis pas le seul, c'est que quand on essaye de faire une mise à jour des drivers, donc quand on télécharge une nouvelle version et qu'on le lance, eh bien la mise à jour, ça prend vraiment beaucoup de temps, et ça peut planter. Ça m'est arrivé, et à un moment la machine a totalement frisé, et je pouvais plus rien faire. Et j'ai testé sur Windows 10, sur Windows 11, sur deux configs totalement différentes, et j'ai rencontré exactement le même problème. Et c'est un petit peu triste, ça allait plus vite de faire un coup de DDU et de désinstaller totalement les drivers pour pouvoir les réinstaller ensuite, que de faire la mise à jour des drivers par le programme d'Intel. Donc là aussi, je pense qu'il y a clairement quelque chose à faire à ce niveau-là, puisqu'il y a un truc qui va pas. Sinon, les drivers en eux-mêmes, en dehors des performances que l'on verra ensuite, j'ai pas rencontré de problème de stabilité majeur, en dehors d'un seul crash en regardant Netflix un coup. Alors ça m'était jamais arrivé sur ma machine. J'aurais tendance du coup à blâmer le GPU d'Intel, mais je peux pas l'affirmer non plus à 100%. Donc bon, on va leur laisser le bénéfice du doute ici. Pour les jeux par contre, je dois quand même avouer qu'au niveau de tous les tests que j'ai fait, et j'utilise le GPU de chez Intel depuis plus d'un mois sur ma configuration classique, je dirais, où je travaille, et j'ai pas eu de crash, que ce soit au niveau des applications ou au niveau du gaming. Et ça, quand même, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Personnellement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins stable que ça dans l'ensemble, donc c'est un plutôt bon point là-dessus. Alors après, je vous dis pas que ce sera exactement la même chose chez vous si vous achetez un GPU Intel, mais dans l'ensemble, ça semble relativement solide. Sinon, au niveau de l'encodeur, alors j'ai pas testé l'encodeur pour faire du streaming, par exemple en mono PC, mais des différents retours que l'on a vus chez Linus Tech Tips, par exemple, eh bien ça marche pas super bien. Et on espère qu'Intel planchera là-dessus aussi. Sinon moi, pour faire mes montages, par exemple quand je fais mes vidéos, alors j'utilise Premiere, et j'ai trouvé que ça fonctionnait correctement, mais dans l'ensemble, je trouve que c'était quand même moins fluide qu'avec une carte AMD ou Nvidia. Au niveau des rendus, la vitesse de rendu, c'était correct, mais j'ai aussi trouvé que c'était un petit peu plus lent dans l'ensemble que les concurrents. Et un des gros problèmes pour moi, c'est que quand j'exporte une vidéo et que je l'upload sur YouTube, quand j'utilise le H265 de chez Intel, eh bien YouTube met énormément de temps à réencoder la vidéo derrière, puisque YouTube va toujours réencoder toutes les vidéos que vous allez uploader chez eux, et l'H265 avec les cartes Intel, ça met 3 plombes. Je sais pas pourquoi. Sinon, au niveau de la qualité dans l'ensemble des vidéos par la suite, ça semble plutôt correct. Après, j'ai pas fait de test plus poussé que ça non plus. J'ai aussi rencontré quelques petits soucis avec une de mes cartes de capture. Alors, j'ai 3 cartes de capture chez moi, de 3 marques différentes, donc j'ai une carte de capture de chez Avermedia, j'ai une carte de chez Elgato, et j'ai également une carte de capture type USB 2 chinoise, qu'on retrouve à l'appel sur Amazon et qui coûte environ 10-15 €. Et il semble y avoir un truc qui ne passe pas vraiment très bien entre la carte de capture de chez Avermedia et les GPU Intel, puisque c'était totalement inutilisable. Je m'explique pas trop pourquoi. Par contre, pour la carte de chez Elgato ou la petite carte chinoise hyper cheap, eh bien ça fonctionnait sans trop de problèmes. Sinon, au niveau du gaming, dans l'ensemble, j'ai quand même rencontré très peu de bugs au final, ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Alors j'ai eu quelques petits soucis, par exemple sur God of War, le menu est super lent. Par contre, une fois qu'on joue, ça se passait plutôt pas mal. Sur Halo Infinite, il semble y avoir un problème de corruption graphique sur les reflets, donc que ce soit au niveau de l'eau ou sur les murs de temps en temps, ça fait comme des petites barres comme ça. Bon, ça semble être un bug des drivers ici. J'ai aussi rencontré un bug sur Age of Empires 4 où j'avais un bug qui restait sur l'écran tout le temps. Alors, je pouvais me déplacer n'importe où sur la map, j'avais toujours l'ombre qui restait au même endroit.
Ce qui est un petit peu étrange, mais c'était plutôt rigolo. Alors après, j'ai pas réussi à reproduire ce bug malgré tout, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai vu. Et un des bugs récurrents que j'ai rencontré, c'est sur Spider-Man, que ce soit le Spider-Man Remaster ou le Miles Morales, le jeu, de temps en temps, il va freeze pendant 1 à 2 secondes, et ensuite il va repartir comme si de rien n'était, particulièrement quand on utilise le ray tracing, mais sinon dans l'ensemble le jeu tournait plutôt pas mal, donc bon, il y a un petit problème quelque part ici. Mais dans l'ensemble, en dehors de ça, ça se passe plutôt correctement, en dehors d'autres problèmes que l'on va voir par la suite. Et un des derniers gros problèmes des cartes de chez Intel, c'est bien évidemment l'histoire du resizable bar, ou le rebar pour les intimes, qui est quasiment indispensable au bon fonctionnement de la carte. D'ailleurs, et c'est plutôt un bon point, les drivers vous préviennent quand le rebar n'est pas activé sur votre bécane. Mais bon, le gros souci du rebar, c'est que c'est une option à activer dans le BIOS de votre carte mère, ce qui n'est pas forcément pratique ou certaines personnes ne savent pas le faire non plus. Et l'autre problème, c'est que le rebar, c'est une fonctionnalité relativement récente au final, ce qui fait que si vous tentez de mettre à jour une ancienne config, vous ne l'avez peut-être pas sur votre machine, ce qui fait que les cartes d'Intel fonctionneraient beaucoup moins bien chez vous. Et dans les grandes lignes, par exemple, si vous avez chez AMD une config plus vieille que les Ryzen 3000, vous pouvez oublier les GPU ARC, et si vous êtes sur une plateforme de chez Intel, tout ce qui se passe avant la génération 10 en fait, c'est pareil, vous pouvez plus ou moins oublier. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être amélioré au fil des drivers au niveau de la différence de performance avec rebar activé ou de pas activé, mais c'est vrai que chez les concurrents à l'heure actuelle, on a certes parfois moins de performance, mais c'est pas pénalisant outre mesure. Petit détour également du côté du XeSS, où j'ai pas grand chose à dire en fait, ça repose en grande partie sur le même concept que le DLSS de chez Nvidia. Quand on l'utilise avec une carte d'Intel, ça passe par les unités XMX, et dans l'ensemble ça fonctionne plutôt pas mal, même si c'est pas au même niveau de qualité que le DLSS à l'heure actuelle par exemple. Mais pour un premier jet ici encore une fois, il n'y a pas trop de reproches à faire et je pense que les différents bugs peuvent être corrigés. Par contre, si vous utilisez le XeSS sur un GPU qui ne provient pas de chez Intel, là c'est moins bien au niveau de la qualité d'image et même au niveau des performances. Ça dépend quel GPU vous allez utiliser, mais dans les grandes lignes, vous êtes mieux à utiliser le FSR2 que le XeSS quand c'est possible, si vous n'avez pas de GPU de chez Intel. Sinon, on va s'intéresser maintenant au test du GPU en lui-même, et ce coup-ci ce sera légèrement différent puisque le test se fera plus ou moins en 2 parties en fait. Donc la première partie, c'est le nouveau protocole que j'ai mis en place au moment du test des RTX 4000, et ici il sera reproduit à l'identique en dehors des performances en ray tracing où je me suis arrêté au 1080p, puisque concrètement sur les cartes qui vont être mises en avant aujourd'hui, au-dessus du 1080p c'était inutilisable sur toutes les cartes, donc il n'y avait pas grand intérêt à voir que les performances sont immondes en ray tracing 4K avec les cartes que l'on va voir ici. Après, le gros souci du protocole actuel, c'est qu'il repose en grande partie sur des jeux très récents et très lourds, et ce sont majoritairement des jeux DirectX 12, et parfois Vulkan également, il y a aussi quelques jeux DirectX 11, et le problème entre guillemets, qui ne l'est pas vraiment pour Intel dans le cas ici, c'est que justement les GPU d'Intel fonctionnent mieux avec les jeux récents en DirectX 12 ou avec Vulkan qu'avec des jeux un petit peu plus anciens en DirectX 11 ou DirectX 9 ou encore plus vieux par exemple. Ce qui fait que mon nouveau protocole en fait, il avantageait quelque part un petit peu les cartes d'Intel sans montrer vraiment les gros problèmes que l'on peut rencontrer dans certains jeux un petit peu plus anciens. Du coup, pour la deuxième partie du test, j'ai réutilisé mon ancien protocole de test, j'ai réutilisé l'ancienne config dans les mêmes conditions qu'auparavant. Ce sont des chiffres par contre qui datent du mois de juillet en ce qui concerne les cartes de chez Nvidia et de chez AMD, donc ça ne contient pas les dernières mises à jour de driver. Du coup, même si ça ne doit pas changer grand chose au niveau des résultats, c'est plus là à titre indicatif qu'autre chose pour montrer les performances de la carte d'Intel dans les différents jeux de l'ancien protocole, puisqu'il y a un mélange de jeux un petit peu plus élevé, et puis ici du coup on se rapproche d'environ 50 jeux testés. Et pour l'ancien protocole, j'ai juste testé en 1080p et 1440p, juste pour voir comment ça se comporte. Sinon, au niveau des slides, alors je vais commenter tous les slides en 1440p. Par contre, tout ce qui est test en 1080p, 3440 par 1440 et tout ça, je mettrai tout à la fin de la vidéo. Là, on va se concentrer principalement sur le 1440p, puisque c'est ce qui me paraît le plus intéressant à l'heure actuelle. Et donc on commence avec de la production avec Blender Open Data, et au niveau du benchmark sur Blender, ce qu'on observe, c'est que là, 770,
s'en sort plutôt pas mal par rapport à la 6700 XT. Par contre, on est quand même encore beaucoup moins performant que même la RTX 3060 sur Blender. Donc pour l'instant, Nvidia reste intouchable de ce côté-là. Et on passe du côté gaming avec Assassin's Creed Valhalla, et là, eh bien, ce qu'on observe, c'est que la 6700 XT est quand même un bon cran devant la 770, qui fait elle plus ou moins jeu égal avec la RTX 3060 sur ce jeu-là. Pour Battlefield 2042, ben c'est plus ou moins le même cas de figure. On a la 770 et la RTX 3060 qui sont légèrement au coude à coude, et la RX 6700 XT qui est quand même un bon cran au-dessus ici encore une fois. Pour Control, eh bien ça change un petit peu. On voit que la 6700 XT est toujours première, par contre la 770 est beaucoup plus proche qu'auparavant. Par contre la 3060 se retrouve un petit cran derrière. Cyberpunk 2077, toujours la 770 et la 3060 relativement proches l'une de l'autre. La 6700 XT par contre reste quand même un bon cran au-dessus. On enchaîne sur Days Gone. Alors Days Gone c'est intéressant puisque là c'est un jeu DirectX 11 et j'y reviendrai plus tard également sur Days Gone, mais ce que je tiens à dire ici c'est qu'au niveau des performances on a l'impression que l'arc A770 s'en sort plutôt pas mal, mais ce qu'il est important de retenir c'est qu'en fait c'est pas le cas du tout. L'expérience utilisateur est vraiment pas bonne sur ce jeu là, ça saccade énormément, ça tourne mieux sur la RTX 3060 que sur la 770, même si ça ne se retranscrit pas dans les chiffres que l'on voit ici. On enchaîne avec Dying Light 2 et c'est intéressant ici de noter que la 770 est très proche de la 6700 XT, et là sur ce titre la 3060 est quand même un bon cran derrière. Pour Fortnite on retrouve un petit peu le score classique je dirais, la 770 et la 3060 au coude à coude avec un léger avantage pour la 770 et la 6700 XT qui est quand même un bon cran au-dessus. Forza Horizon 5, c'est le schéma classique, pas grand chose à dire ici, mais la carte d'Intel s'en sort relativement correctement. Pour God of War, alors c'est un autre jeu DirectX 11, et ici, ça se passe pas trop mal pour la carte chez Intel, je pense qu'il y a eu des optimisations pour ce jeu-là, que les performances sont plutôt correctes malgré le fait que ce soit un jeu DirectX 11 justement. Ensuite on passe à Spider-Man Miles Morales, et là ça se passe plutôt pas mal pour la carte chez Intel, on l'avait déjà vu quand j'avais fait mon comparatif sur ce jeu-là. Ici, la 770 fait plus ou moins jeu égal avec la 6700 XT. Ensuite, on a Flight Simulator. Bon, là, j'ai envie de dire que les trois cartes qui nous intéressent le plus aujourd'hui sont relativement proches l'une de l'autre. C'est plutôt correct dans l'ensemble. Pour Red Dead Redemption 2, par contre, alors là, c'est la catastrophe pour la carte chez Intel. J'ai testé en Vulkan. Et c'est ce que ça donne ici, c'est totalement injouable en fait, et c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit, quand vous voyez des tests qui traînent, qui ne vous montrent que l'average, en fait vous n'avez pas l'information complète. Les 1% c'est très important également, les 1% ça vous montre justement les chutes de FPS, puisqu'on peut avoir un average, enfin une moyenne très élevée, avec des chutes de FPS très prononcées. C'est un petit peu ce qui se passe ici sur Red Dead Redemption 2, et là du coup les performances de la carte chez Intel sont très mauvaises. Donc si on ne fait que regarder la moyenne des FPS, on a l'impression que la carte de chez Intel s'en sort plutôt pas mal, mais en réalité c'est immonde, et la RTX 3060 fait bien mieux sur ce jeu là, sans parler de la 6700 XT qui est encore un bon cran au-dessus. Age of Empires 4 par contre, ça se passe plutôt pas mal ici, la carte d'Intel s'en sort plutôt bien, on est un petit cran derrière la 6700 XT, un petit cran devant la 3060, c'est plutôt classique. Shadow of the Tomb Raider par contre, la carte d'Intel fait moins bien que la 3060 sur ce jeu là, et on est encore une fois un bon cran derrière la 6700 XT. Steel Rising par contre, et c'est surprenant ici, la carte d'Intel semble plutôt bien apprécier le jeu, puisqu'ici elle se retrouve devant même la 6700 XT, et un bon cran devant la 3060 du coup. On enchaîne avec Watch Dogs Legion, et là ça se passe plutôt pas mal aussi pour la carte chez Intel, qui est certes un bon cran derrière la 6700 XT, mais un petit cran au-dessus de la 3060. Et ensuite on a Yakuza Like a Dragon. Alors c'est un jeu DirectX 11 et c'est intéressant puisque c'est un moteur assez atypique, c'est un jeu de chez Sega, et là on voit qu'il n'y a pas d'optimisation du tout sur le DirectX 11 sur ce jeu-là, et du coup les performances sont vraiment pas bonne du tout encore une fois, puisque que ce soit l'average ou les 1%, eh bien on est quasiment à des performances de moins de 80% par rapport à la 6700 XT, ce qui est quand même assez massif, et même la 3060 fait largement mieux que la carte de chez Intel sur ce jeu-là. Ensuite on a Kena, où là la carte de chez Intel s'en sort pas trop mal, on est un petit cran devant la 3060, mais au niveau des 1%, c'est pas terrible non plus par rapport à la 6700 XT par exemple, dans l'ensemble c'est pas trop mal pour la carte chez Intel. Ensuite on a Hitman 3, et ici, la 770 s'en sort relativement bien, donc pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, Guardians of the Galaxy, là par contre c'est un petit peu plus compliqué pour la carte de chez Intel.
Encore une fois, on a les 1% qui sont plutôt bas, ce qui fait qu'ici c'est moins fluide que la RTX 3060 dans l'ensemble, il n'y a même pas comparaison. On enchaîne sur Plague Tale Requiem, et là c'est un petit peu... Encore une fois, le même problème que sur Days Gone par exemple, on a l'impression que la carte de chez Intel s'en sort pas trop mal, mais en réalité quand on joue, eh bien c'est pas le cas. Le frame time n'est vraiment pas bon, et ça on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite on a Formula One 2022, et là la carte d'Intel, on a environ 100 FPS avec des chutes à 75, c'est pas trop mal, mais c'est quand même beaucoup moins bien que la 6700 XT ou la 3060 qui sont quand même largement devant. Pour Uncharted Lost Legacy, là c'est un petit peu la maladie classique sur certains jeux des cartes d'Intel, une moyenne de FPS plutôt correcte, par contre au niveau des 1%, c'est beaucoup moins bien, donc par rapport à la 3060 sur ce jeu là, c'est beaucoup moins fluide dans l'ensemble. On enchaîne ensuite du côté du ray tracing en 1080p ici, et ce qu'on observe, c'est que la 770 sur contrôle s'en sort plutôt pas mal, tout comme la 6700 XT, la 3060, enfin même la 2080 au final, toutes les cartes sont relativement proches je dirais. Pour Cyberpunk 2077, on voit que pour la 6700 XT c'est un petit peu plus compliqué, pour la 3060 et la 770, en réalité, c'est plus ou moins les mêmes performances. Et quoi qu'il arrive, toutes les cartes ici sont quand même en grande difficulté puisqu'on atteint péniblement les 25 FPS. Sur Dying Light 2, ça se passe pas trop mal pour le coup pour la carte de chez Intel. Elle est légèrement derrière la 3060, mais c'est des performances plutôt correctes. Par contre, on voit que la 6700 XT, c'est le ray tracing chez AMD, c'est plus compliqué au niveau des performances. Là, elle est quand même un bon cran derrière sur ce titre. Pour Fortnite par contre, alors Fortnite, le ray tracing sur Fortnite c'est un délire, c'est pas très stable dans l'ensemble, je recommande pas de l'activer du tout, mais au niveau des performances ici, c'est plutôt correct pour la carte d'Intel. Par contre c'est très surprenant de voir que la 6700 XT se retrouve devant la 3060, alors je sais pas pourquoi ou comment, mais la 2080 c'est pareil, elle a un bon cran derrière, ce qui n'arrive pas sur les autres jeux. Bref, c'est Fortnite, je cherche pas à comprendre. Ensuite on a Spider-Man Miles Morales, et là on l'a déjà vu aussi, au niveau du ray tracing, ça se passe vraiment pas trop mal pour la carte de chez Intel qui se retrouve première. On voit aussi que la 3060 s'en sort plutôt bien, la 6700 XT, ça reste relativement correct. Par contre la 2080 sur ce jeu, elle apprécie pas trop. Je pense qu'il y a un souci au niveau des drivers pour la 2080. Pour Shadow of the Tomb Raider, alors c'est un jeu où le ray tracing ne concerne que les ombres, du coup la 6700 XT n'est pas trop impactée, en 1080p du moins, du coup ses performances restent plutôt correctes. Par contre pour la 770, sans ray tracing elle était déjà un bon cran derrière les autres cartes, on voit qu'avec le ray tracing, elle reste un cran derrière malgré tout. Steel Rising, c'est un petit peu l'inverse de Tomb Raider. On avait vu que sans ray tracing, la carte d'Intel s'en sortait plutôt pas mal. Et bien ici, elle termine du coup encore une fois première d'une courte tête contre la 6700 XT, la 3060, un tout petit cran derrière. Sur Watch Dogs Legion, la carte d'Intel s'en sort vraiment pas mal. Elle se retrouve devant la 6700 XT et la 3060 qui est un petit cran en dessous. Hitman 3, là par contre, la carte d'Intel s'en sort vraiment très bien. La 770 semble quand même apprécier particulièrement le moteur de Hitman 3, donc ici elle arrive première quand même d'une belle avance. Guardian of the Galaxy c'est pas trop mal, mais encore une fois les 1% sont plutôt mauvais, ce qui fait que la 3060 ici s'en sort beaucoup mieux. Et enfin pour le ray tracing, et bien sûr Formula One 2022, alors sans ray tracing on avait vu que la 770 c'était pas trop ça, avec ray tracing ça change pas trop la donne. La 6700 XT avait une belle avance sans ray tracing, on voit qu'ici elle se maintient un petit peu au-dessus des autres, mais l'écart c'est beaucoup rétréci. On passe maintenant du côté du récap sur les 23 jeux du premier panel, et là ce qu'on observe c'est qu'en 1080p, je vous invite à aller voir les chiffres en 1080p si vous voulez voir plus en détail, mais là l'arc A770 finit dernière, puisqu'en 1080p elle fait moins bien que la 3060 et la 1080 Ti. Et si on compare ça à la 6700 XT, là on est quand même un sacré cran derrière. C'est un peu ce qu'on avait vu déjà avec les tests en 1440. Sur le récap des performances sur les 11 jeux avec ray tracing en 1080p, par contre, la 770 finit devant la 6700 XT et la RTX 3060. C'est pas très surprenant à la vue des chiffres que l'on a vus. En réalité, en ray tracing, elle se dépatouille plutôt pas mal. Mais encore une fois, je rappelle également, la 770 à la base, au niveau de ses specs, c'est aussi une carte qui est plus censée aller chatouiller la 3070 que la 3060, même avec le ray tracing d'activer. Donc si on prend ça dans l'équation, c'est pas mal, mais c'est pas non plus super impressionnant. Au niveau du récap en 1440p en rasterisation, par contre on voit qu'ici, la 770 repasse devant la 3060 et la 1080 Ti. Tout simplement en fait parce que le scaling des performances sur la carte de chez Intel est totalement différent que chez les concurrents.
on va dire qu'elle perd moins de performance en passant du 1080p au 1440, ou peut-être que tout simplement en 1080p ses performances ne sont pas aussi bonnes qu'elles ne devraient l'être. Par contre, on voit toujours que sur des jeux récents, on est quand même un bon cran derrière la 6700 XT encore une fois, et on est à peine au-dessus de la 3060 sur la V-Reg. Par contre, au niveau des 1%, eh bien on est plus ou moins au même niveau. En 3440 par 1440, alors ça devient compliqué pour la 770, la 3060 et la 1080 Ti, et on voit que la 6700 XT reste toujours un bon cran au-dessus de la carte de chez Intel. Contre, encore une fois, on a toujours cette faiblesse sur les 1%. Et enfin en 4K, alors l'écart se resserre entre la 6700 XT et la 770, mais c'est plus parce que les performances de la 6700 XT ont tendance à s'écrouler au-dessus du 1440p, donc c'est pas vraiment surprenant de voir qu'ici le delta est un petit peu moins important. On passe maintenant du côté de l'ancien protocole de test, et là ce qu'on observe, c'est qu'on a déjà beaucoup plus de GPU qui sont testés, mais ce que l'on voit aussi c'est que là à 770, sur Apex Legends, les performances sont juste en dessous des performances de la 1080 Ti. Et c'est plus ou moins comparable encore une fois avec la 3060. Par contre, par rapport à la 6700 XT et non XT, on est quand même un petit cran en dessous. Mais pour Apex Legends, dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal pour la carte chez Intel. On enchaîne ensuite avec Back 4 Blood en DirectX 12, et là, je dirais que la carte chez Intel s'en sort plutôt pas mal dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à dire ici. Ça fait plus ou moins jeu égal avec la 3060 en étant d'une courte tête devant. Par contre, on est quand même encore une fois un bon cran derrière la 6700 XT et même la 6700. Pour Battlefield 5, alors là par contre c'est la catastrophe. Au niveau des performances, il y a vraiment un stuttering absolument immonde sur BF5 avec la carte chez Intel. Il y a clairement un truc qui va pas. Ça se voit ici un petit peu au niveau des 1% par rapport à la V-Reg, où là on est quasiment à des performances divisées par 2, mais à l'usage en jeu, c'est vraiment atroce. Malgré le fait que Battlefield 5, on peut choisir DirectX 11 ou DirectX 12, ici j'ai mis en DX12, ça reste toujours très compliqué. Sur Counter-Strike Global Offensive, alors là c'est la catastrophe également, c'est un jeu en DX9, on voit que les performances sont très mauvaises, puisqu'ici, la carte chez Intel arrive à un niveau de performance des 1% low des autres cartes. Donc on a des performances quasiment divisées par 2 par rapport à toutes les autres cartes du panel, et même la RTX 3050 ici fait mieux que la carte chez Intel. Donc très clairement, si CSGO c'est votre jeu de prédilection, n'achetez surtout pas de carte chez Intel pour le moment. Pour Far Cry 6, ça se passe pas trop mal, la carte chez Intel ici est à un niveau où on l'attend généralement, c'est-à-dire légèrement devant la 3060, par contre la 6700 XT reste encore une fois bien devant. Final Fantasy XIV, alors on retrouve un gros problème au niveau des performances sur ce jeu-là. Bon alors c'est un MMORPG, c'est du DirectX 11, ça se passe pas trop bien dans l'ensemble, particulièrement au niveau des chutes de FPS qui sont assez massives encore une fois ici. Alors je sais que le jeu, de toute façon sur tous les GPU, fait des grosses baisses de FPS, mais là je dirais que c'est pire que chez les autres. Sur Final Fantasy XV, c'est un petit peu la même chose. Alors c'est un moteur différent que sur FF14, mais les performances sont encore une fois assez mauvaises, puisqu'ici on fait moins bien que la 3050. C'est particulièrement pénible sur ce jeu-là, les performances ne sont vraiment pas bonnes. Alors pour Forza Horizon 4, les performances sont plutôt correctes sans être incroyables, donc j'ai quand même l'impression qu'Intel a plus optimisé Forza Horizon 5 que Forza Horizon 4, ce qui semble plutôt logique. Malgré tout, bon, c'est pas la catastrophe, mais on est quand même un bon cran derrière la 3060 sur ce jeu-là. Et si on compare à la 6700 XT ou même la 6700, on est à plus de 50% de différence, ce qui est quand même assez énorme. En ce qui concerne Dirt 5, bien là, la 770 s'en sort plutôt pas mal. Elle fait bien mieux que la 3060 ici. On est un petit cran en dessous de la 6700 XT, mais dans l'ensemble ici, j'ai pas grand chose à dire. Sur Gears 5, par contre, là, les performances sont pas terribles. On est en dessous de la 1080 Ti, je dirais, au final. Et on est aussi un bon cran derrière la 3060, la 6700 et la 6700 XT. Et sur Gears of War 4, qui est un petit peu plus vieux que le 5 bien évidemment, ça se passe pas trop mal ici pour la carte d'Intel, donc c'est plutôt une bonne chose ici. Elle est concurrentielle même avec la 6700, par contre on est toujours un petit cran derrière la 6700 XT, mais ici il n'y a pas grand chose à dire. Sur Gears Tactics, encore une fois, ça se passe pas trop mal pour la carte d'Intel. Donc ici c'est plutôt une bonne chose, on est comparable à la 6700 XT sur ce jeu-là, même si sur les 1% on est légèrement derrière. Par contre, on est quand même un bon cran au-dessus de la 3060 sur ce titre. GTA 5, par contre, alors là on n'est pas au même niveau du tout que les autres cartes. Ici, encore une fois, il y a un problème pour la carte chez Intel sur GTA 5. Alors ça reste plutôt jouable, mais c'est pas terrible.
on a encore une fois de très grosses baisses au niveau des 1%. La 3050 fait plus ou moins jeu égal, même mieux dans l'ensemble, ce sera plus fluide et plus stable. On voit que par exemple aussi la RX 6600 fait mieux que la carte chez Intel ici, tout comme la 3060, et ben quasiment toutes les autres cartes aussi. Ensuite on a Halo Infinite, ça se passe pas trop mal pour la carte d'Intel sur Halo Infinite, par contre, c'est un jeu qui apprécie beaucoup les cartes d'AMD, on voit qu'on fait plus ou moins jeu égal avec la RX 6600 sur ce titre-là, même en 1440p. Horizon Zero Dawn, alors c'est encore une fois un jeu où la carte d'Intel est en difficulté, je dirais, puisque là on est quand même un bon cran derrière la 1080 Ti et même la 3060. Et si on compare ça à la 6700 XT ou la 6700 tout court, on est quand même un bon cran derrière. Immortals Phoenix Rising, bon alors c'est pas trop mal, ici pour la 770, on est plus ou moins au même niveau que la 3060, c'est pas incroyable, mais c'est pas la catastrophe. Pour The Division 2, alors là par contre, en DirectX 11, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment mauvais. Par contre, quand on met en DirectX 12, et bien là vous pouvez voir, ça se passe beaucoup mieux. C'est pas incroyable, mais c'est jouable. Donc c'est l'exemple type de jeu, quand il y a un mode DirectX 11 et DirectX 12, activez toujours le mode DX12, ça se passera mieux quasiment tout le temps. Sur The Witcher 3, bon alors on est bien évidemment avant le patch Next Gen qui pourrait peut-être améliorer la situation pour la 770, mais dans le jeu classique actuel, c'est la catastrophe. C'est vraiment quasiment injouable pour la carte chez Intel ici, c'est vraiment très désagréable à jouer, et ici même la 3050 fait mieux, ce qui n'est quand même pas très glorieux. Pour Warhammer Vermintide 2, c'est pas trop mal ici pour la carte d'Intel, en DirectX 12 bien évidemment, même si encore une fois on a quand même de jolies baisses de FPS au niveau des 1%, on a des chutes bien plus marquées que sur les GPU de chez Nvidia et de chez AMD sur ce jeu-là. Pour Wolfenstein Youngblood, alors c'est un jeu en Vulkan, ça se passe pas trop mal ici pour la carte d'Intel. On est légèrement devant la 3060, on est plus ou moins au même niveau que la 6700 XT, même si celle-ci reste encore un petit cran au-dessus. Sur New World, ça se passe pas trop mal dans l'ensemble, c'est du DirectX 11, mais ça se maintient pas trop mal pour la carte chez Intel ici. On est légèrement devant la 3060 sur la V-Reg, par contre au niveau des 1%, la 3060 fait un petit peu mieux, et comme bien souvent, la 6700 XT reste quand même un bon cran au-dessus. Pour World of Warcraft en preset 10, bon ça se passe pas trop mal ici pour la carte chez Intel, dans l'ensemble il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu-là, elle a des performances correctes, c'est très jouable, même si, encore une fois, la 6700 XT reste bien devant. Ensuite on a Rainbow Six Siege, là j'ai testé en Vulkan et en DirectX 11 et on voit quand même la différence est assez énorme, on passe quasiment du simple au double, donc très clairement, avec Vulkan c'est plutôt jouable. Pour le coup, la carte s'en sort plutôt pas mal, on est plus ou moins au niveau de performance de la 6700, légèrement devant la 3060, même si encore une fois les 1% sont un petit peu plus marqués qu'avec les autres GPU. Pour Resident Evil Village, ça se passe pas trop mal ici pour la carte chez Intel, c'est pas incroyable, on voit par exemple que la 6600 sur ce jeu fait plus ou moins jeu égal, on est un petit peu devant la 3060, par contre la 6700 XT, comme bien souvent, reste loin devant. Pour Rocket League, alors bon c'est un jeu compétitif, on a quand même 250 FPS, c'est très jouable, il n'y a pas de problème. Par contre on est quand même un bon cran derrière les autres GPU, il n'y a que la RX 6600 qui galère un petit peu sur ce titre. Pour Scarlet Nexus, c'est pas trop mal dans l'ensemble, même si, encore une fois on le voit, les 1% sont quand même beaucoup plus bas que même la 1080 Ti. Dans l'ensemble, j'ai quand même envie de dire que la 3060 serait plus jouable sur ce titre qu'avec la 770, mais on est quand même à un niveau de performance très élevé. Rainbow Six Extraction, alors c'est du Vulkan, ça se passe pas trop mal ici, on voit qu'on est quand même un bon cran au-dessus de la 1080 Ti qui du coup galère un petit peu plus puisque c'est un jeu plus récent. On voit qu'on est un bon cran au-dessus de la 3060 sur ce titre, par contre la 6700 XT reste un petit cran au-dessus, ici on fait plus jeu égal avec la 6700. Et donc si on fait le récap en 1080p avec l'ancien protocole, et bien ce que l'on observe, c'est que la 770 en 1080p est quand même en grosse difficulté sur cet ancien panel, puisqu'en 1080p ici, on se retrouve même derrière la RX 6600 qui coûte beaucoup moins cher. Et avec l'ancien protocole, on voit encore plus le gros problème de la carte chez Intel, les 1% low sont vraiment beaucoup plus bas qu'avec les autres fabricants de GPU. Et si on compare avec les performances de la 6700 XT, en 1080p, il n'y a pas match du tout. Elle est tellement loin devant les deux autres cartes, que ce soit la 3060 ou la 770, il y a un fossé avec la 6700 XT ici. Et en 1440p, alors la 770 arrive tout juste devant la 3060 au niveau de la moyenne des FPS,
Par contre, les 1% sont encore une fois un bon cran derrière, et c'est un petit peu là le problème de la carte d'Intel, c'est que les performances sont très aléatoires, et il y a des jeux où c'est vraiment pas stable au niveau du frame pacing et au niveau du frame time, c'est pas très bon. Donc dans l'ensemble, pour une expérience un petit peu plus fluide, je dirais que je préférerais jouer avec une 3060 ou même une RX 6600 en 1440p qu'avec la carte chez Intel. Et si on compare ça avec la 6700 XT ou la 6700, il n'y a pas photo. Donc bref, vous l'avez vu avec les deux différents protocoles. Alors sur les jeux récents, dans l'ensemble, la carte chez Intel s'en sort plutôt pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Et quoi qu'il arrive, on a quasiment toujours une expérience de jeu moins bonne avec la carte de chez Intel qu'avec la 3060 ou l'équivalent chez AMD. Et avec le second protocole, c'est encore pire, avec des jeux un petit peu plus anciens. Là, on voit très clairement qu'elle se prend une tollée monumentale, particulièrement en 1080p. On voit que même la RX 6600 finit devant. La 6600, on la trouve assez régulièrement à 250 €. On est quasiment à 200 € en dessous du prix de la Arc. Clairement un truc qui va pas au niveau du placement tarifaire à l'heure actuelle, je trouve. En 1440p, elle s'en sort un petit peu mieux, mais le gros problème de la carte de chez Intel, c'est que les performances, elles sont parfois plutôt bonnes, parfois même surprenamment bonnes, et parfois c'est la catastrophe. Alors ça dépend vraiment des jeux auxquels vous allez jouer, mais dans les grandes lignes, les jeux récents, c'est pas trop mal, mais c'est pas incroyable. Les jeux plus anciens, alors là c'est la loterie la plus totale. Alors je sais, on peut améliorer les performances des cartes d'Intel en installant les DLL en DXVK. J'ai déjà vu des tests là-dessus, alors je les ai pas fait moi parce que je pense que la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Mais à stock, dans tous les tests que j'ai fait, pour l'instant il y a vraiment besoin pour Intel d'apporter plus d'optimisation et pourquoi pas de passer directement par le DXVK plutôt que de devoir bricoler par nous-mêmes pour pouvoir installer et avoir une expérience de jeu plus correcte. Donc c'est vrai que moi personnellement, à 450 €, même si on a un bundle de jeux actuellement qui est plutôt fourni puisqu'on a 4 jeux assez récents, pour moi l'écart de différence avec la 6700 XT qui se retrouve au même tarif, voire moins cher parfois, ou même la RX 6700 qui est très souvent devant, pareil pour la RTX 3060, elle est moins chère que la 770, et elle fait, dans le pire des cas, légèrement moins bien entre guillemets, mais elle est aussi beaucoup plus stable dans l'ensemble. Donc bon, même si avec la carte de chez Intel, on peut jouer, c'est très jouable, c'est pas le problème, on peut avoir du environ 60 FPS constant en 1440p, avec quelques sacrifices, en 1080p c'est pareil, mais est-ce qu'on a envie d'acheter une carte pas loin de 500 € pour pouvoir sortir juste du 60 FPS en 1440p? Personnellement, c'est un petit peu borderline. Et on va aussi parler d'un gros problème avec les cartes d'Intel à l'heure actuelle, et bien c'est le frame time. Alors le frame time, c'est le temps que votre GPU va prendre pour calculer une nouvelle frame. Et ce temps qui est utilisé pour être calculé, ça aura un impact sur votre ressenti de la fluidité dans les jeux. Ce qui est compliqué un petit peu à expliquer avec le frame time, c'est que on peut avoir de très bons chiffres au niveau des FPS dans les benchmarks, que ce soit au niveau de la moyenne ou des 1%, et avoir un frame time absolument immonde, ce qui fait que l'expérience en jeu au final ne représente pas ce que l'on a vu dans les benchmarks. C'est un petit peu étrange, mais bref. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Par exemple ici, vous voyez la carte de chez Intel sur Euplectel Requiem, comme je le disais dans le test. Les chiffres au niveau des benchmarks paraissent plutôt corrects. Par contre, si on regarde le frame time, eh bien on voit qu'on a de gros pics. Et ces gros pics se ressentent à l'utilisation en jeu. D'habitude, on ne parle pas trop du frame time quand on teste les GPU, puisque les GPU de chez Nvidia et de chez AMD se comportent relativement bien dans l'ensemble. Et donc là, je vais vous montrer à titre de comparaison le frame time sur la RX 6700 XT. Et bien vous voyez que la courbe est beaucoup plus stable, beaucoup plus plate, ce qui fait que entre les deux, si on avait les deux jeux côte à côte, même si les performances étaient identiques au niveau de ce qu'on retrouve dans le benchmark, à l'utilisation par contre, on voit tout de suite qu'avec la carte de chez Intel, c'est beaucoup moins fluide quand on l'a en face des yeux. Donc c'est un paramètre à prendre en compte qui ne se retrouve pas forcément dans les tests. Pareil, je vais vous montrer maintenant la courbe sur la 3060, on voit ici encore une fois que c'est beaucoup plus stable que la courbe de chez Intel au niveau du frame time. Après j'avais aussi parlé d'un jeu où ça se passe vraiment pas bien pour la carte de chez Intel, c'était sur Days Gone, et bien vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici, c'est absolument immonde, et je pense qu'ici le graphique parle de lui-même, la courbe est vraiment dégueulasse, j'ai pas d'autres mots, et ça se ressent très clairement à l'utilisation en jeu.
Alors après ici c'était deux exemples un petit peu extrêmes je dirais, la plupart du temps ça se passe pas trop mal hein. Pour la 770, on a des courbes beaucoup plus stables, mais il y a des titres où ça va vraiment mal se passer comme ce que l'on vient de voir ici. Et ça au niveau du frame time, hein, c'est quasiment purement de l'optimisation au niveau des drivers, donc j'espère vraiment qu'Intel va corriger les problèmes dans certains titres où ça se passe vraiment pas bien. Parce que j'ai enregistré une séquence par exemple sur Battlefield 5, comme vous pouvez le voir ici, c'est absolument immonde à jouer, enfin c'est quasiment injouable, mais au niveau de la courbe du frame time, on aurait quelque chose de similaire à ce que l'on a vu sur Days Gone ou sur Plague Tale Requiem. On va aussi passer vite fait du côté de l'efficacité énergétique, et là forcément on a un problème, on a une carte qui consomme 225 watts, et qui sort les performances environ d'une 3060 qui va consommer elle environ 170 watts. Vous vous doutez bien du coup que l'efficacité énergétique est beaucoup moins bonne sur la carte de chez Intel que sur la carte d'Nvidia qui lui est mis en face, et même par rapport à la 6700 XT, on est quand même un bon cran derrière. Donc bref, une fois qu'on a vu tout ça, on aurait l'impression que c'est complètement la catastrophe. C'est pas le cas en fait, hein. On peut jouer à quasiment tous les jeux dans des conditions relativement correctes, en dehors de certains cas où c'est vraiment la catastrophe, il n'y a pas d'autre mot à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, de tous les tests que j'ai fait, le GPU Arc est plutôt exploitable, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Faut pas non plus oublier que c'est un premier essai pour Intel, donc on va se montrer quand même indulgent, c'est pas trop mal. Par contre au niveau du placement performance-prix, c'est encore trop cher. Et c'est aussi un petit peu paradoxal, c'est qu'au final moi j'apprécie vraiment beaucoup ce GPU, je trouve ça fascinant, c'est vraiment un nouvel entrant sur le marché des GPU, on n'avait pas eu ça depuis quasiment plus de 20 ans. Pour moi, de voir certains bugs apparaître à l'écran, de voir la carte se comporter comme elle se comporte, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps en fait. Et ça me rappelle un petit peu des souvenirs d'anciens matos. Du coup, moi je trouve ça plutôt rigolo, et c'est très très intéressant juste de tester la carte en elle-même, puisque c'est vraiment quelque chose de totalement différent par rapport aux cartes de chez AMD ou chez Nvidia. Par contre, c'est vrai que pour quelqu'un qui veut juste un GPU pour l'utiliser sans se prendre la tête, j'irais pas recommander d'aller acheter un GPU Intel à l'heure actuelle, ou même ceux qui vont acheter un GPU Arc pour se dire on voit qu'il y a du potentiel d'amélioration par la suite, je l'achète là à l'heure actuelle, et peut-être que plus tard j'aurai des performances équivalentes à la 3060 Ti ou à la 6700 XT. Personnellement, c'est pas un pari que je trouve intéressant, puisque de toute façon, déjà là à l'heure actuelle, on peut s'acheter une 6700 XT au même tarif. Donc il n'y a vraiment pas de raison d'aller plutôt partir sur la carte d'Intel à ce niveau-là. Pareil par rapport à la 3060 Ti, elle coûte à peine plus cher à l'heure actuelle. Si vous voulez les performances de la 3060 Ti, achetez une 3060 Ti, je dirais, il n'y a pas vraiment de raison d'aller prendre la carte d'Intel en se disant que peut-être plus tard, si tout se passe bien, j'aurai une carte aussi puissante. Pour moi, c'est pas un bon calcul. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui aime bien bricoler, qui aime bien justement voir ce qui est en train de se passer avec le GPU d'Intel, que vous voulez suivre ça de plus près, que vous voulez le tester, c'est pas votre config principal, je dirais, pourquoi pas, ça peut être un choix intéressant en tant que bricoleur, je dirais. Personnellement, j'ai pas envie par exemple de revendre ma carte chez Intel, puisque j'ai envie de voir comment elle va évoluer. Il y a aussi un petit peu le côté collection et tout ça. Personnellement, ma carte Arc, je suis très content de l'avoir, et je vais certainement pas m'en séparer. Donc bon, si vous vous dirigez vers un GPU de chez Intel, sachez où vous mettez les pieds avant d'acheter. À partir de là, après, c'est à vous de voir si c'est intéressant ou pas, mais c'est vrai qu'au niveau performance-prix, par rapport à la concurrence, là actuellement, je ne vois aucune raison de partir sur un GPU Intel, même si on prend en compte le bundle qui a environ 150-200 € de valeur. On a aussi des bundles à l'heure actuelle chez les concurrents. Au final, est-ce que c'est vraiment super intéressant? Ça c'est à vous de voir, mais bon, je pense que c'est vraiment un achat niche pour ceux qui ont vraiment envie de voir ce qui se passe. Mais il y a quand même aussi beaucoup de points positifs avec ce GPU de chez Intel. Dans l'ensemble, j'étais quand même plutôt impressionné de la stabilité de la chose, j'ai vraiment eu quasiment aucun plantage, c'était très stable. Au niveau des bugs dans les jeux, sur une cinquantaine de titres que j'ai essayé, ça se passait plutôt pas mal, il n'y avait pas de bugs majeurs. Alors je ne dis pas que vous n'en aurez jamais si vous l'achetez, il y en aura très certainement, je suis sûr que j'en rencontrerai d'autres par la suite aussi. Je pense que c'est relativement normal, encore une fois, ils ont énormément de retard au niveau des drivers par rapport aux deux concurrents, il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. Et au final, je trouve que c'est ça le principal, c'est que c'est une première génération, on voit qu'il y a du potentiel pour faire mieux par la suite,
on voit que ça ne peut que s'améliorer. On voit qu'au niveau des révisions des drivers, ça s'améliore petit à petit. C'est de plus en plus stable, les performances augmentent légèrement au fil du temps. Je pense qu'il y a vraiment de la marge pour que ça devienne beaucoup mieux. Bon, personnellement, je leur souhaite bon courage chez Intel, je pense que ceux qui s'occupent des drivers ont vraiment beaucoup de taf qui les attendent. Et j'espère également que ça ne restera pas juste un coup d'essai, et qu'Intel continuera de produire de nouveaux GPU, même si c'est pour abandonner, je dirais, le segment milieu de gamme et haut de gamme dans un premier temps, le temps que les drivers soient meilleurs. Enfin, moi, le conseil que j'ai envie de leur donner, s'ils en ont rien à foutre, je pense, mais c'est concentrez-vous sur l'entrée de gamme. De toute façon, les deux concurrents l'ont totalement abandonné. Produisez quelque chose d'intéressant sur l'entrée de gamme. Vous aurez des clients sur ce segment, puisque il n'y a personne d'autre, tout simplement. Donc si vous proposez un bon performance-prix là-dessus, les gens viendront chez vous quoi qu'il arrive, et ça vous permettra d'améliorer vos drivers. Après, peut-être que par la suite, faire des GPU plus puissants. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Si la vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Comme d'hab, ce genre de vidéo, ça demande énormément de travail. Donc merci à vous si vous soutenez la chaîne d'une façon ou d'une autre, c'est très apprécié et je vous en remercie. Sinon, encore une fois, il y aura le reste des slides de performance juste après. Suivez les timecodes comme d'habitude. Et sinon, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!